Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat. Aujourd'hui, on consacre une nouvelle émission dédiée au Irak, mouvement qui fête ses 4 ans. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux mois qui ont précédé la création de ce mouvement populaire, les manifestations, les conséquences que ça a engendré. Pour en parler, nous sommes avec Bouralfa Benamar, militant des droits de l'homme, et Mohand Bakir, militant politique fondateur du collectif Révolution du Sourire. On a parlé alors lors de la dernière émission de la création du mouvement, de ce mouvement proprement dit, le Irak, les prémices, les débuts, les premières manifestations. Aujourd'hui, on va avancer dans la chronologie. Le 8 mars 2019, des milliers d'Algériens défilent partout dans le pays, notamment dans les grandes villes. Bouralfa Benamar, à ce moment-là, quel était votre regard sur ce mouvement du Irak qui prenait de l'ampleur avec ces marées humaines là qu'on a vues? D'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir. Toujours un plaisir de vous accueillir sur Canal 22, bien entendu. C'est des espaces qu'on souhaiterait qu'ils se multiplient et que cette expérience puisse déboucher ultérieurement dans un contexte démocratique, que ça puisse constituer aussi une forme de contre-pouvoir. Donc, pour répondre un peu à votre question, moi, en soi, je n'ai pas été si surpris que ça, puisque quelques années auparavant, j'ai toujours assumé avec mes amis, mes camarades, le fait qu'il y avait une lame de fond qui allait, à un moment ou à un autre, sortir du fond et puis s'exprimer de manière assez publique. Donc plutôt surpris agréablement, dans le sens où, pour le militant que j'étais, c'était, je ne dirais pas l'aboutissement, mais le début de quelque chose qui était de l'ordre de l'inimaginable pour celles et ceux qui n'étaient pas au fait au sud de ce qui se tramait un peu dans la société. Ça aurait pris une tournure, une ampleur comme on l'a connu avant sa création, avant le début du Irak? Enfin, de manière aussi vite, oui. C'est-à-dire qu'il y ait une dynamique sociale qui puisse s'exprimer, ça ne m'a pas étonné plus que ça, mais que ça prenne aussi vite en l'espace de quelques semaines, même pas un mois, que ça prenne aussi ces proportions, c'était quand même assez important. Et puis dans une forme d'ordre ici, et aussi une dimension. C'est là où je diffère un peu avec certains de mes camarades entre dire c'était pacifique, moi je préfère dire non violent. Voilà. Il y a une différence, une nuance entre ces deux termes? Tout à fait, oui. C'est quoi la différence que vous voyez entre pacifique et non-violent? Parce que le pacifique, c'est aussi la non-violence. C'est-à-dire qu'on pourrait même peut-être entamer un débat philosophique là-dessus, mais c'est un mouvement qui ne s'est pas réclamé d'une quelconque philosophie, et c'était ça, ça tranchait vraiment par rapport à ce qu'a été, entre parenthèses et entre guillemets, ce qu'on a appelé le printemps arabe, ce qui fait la spécificité de la société algérienne. Et on pourra revenir sur une forme de catharsis. Il ne faut pas oublier que, contrairement aux autres, on a vécu les 10 années de guerre civile, où la société, et c'est elle qui a pris, c'est la société qui a pris, qui a emmagasiné tout ça. Donc il fallait vraiment que ça puisse se faire. Donc je dis non violente, on pourra peut-être développer assez rapidement après si vous voulez, mais pour moi il y a quand même une différence. Cette forme je ne dirais pas que c'est un mouvement pacifique, parce qu'un mouvement pacifique est quelque chose qui se réfléchit, mais une dimension non violente n'a pas aussi cette forme de non-violence n'a pas anesthésié la dimension assez radicale dans la demande de ce qui a été exprimé et porté durant de longs mois par les citoyens et les citoyennes algériennes. De longs mois avec des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes dans les rues algériennes. Mohand Bakir, à l'époque, les Algériens s'opposaient au président Bouteflika et son 5e mandat. Il a finalement renoncé à ce 5e mandat, Abdelaziz Bouteflika, le 11 mars 2019. Mais après ça, les manifestations se poursuivent, comme si les Algériens n'avaient pas obtenu ce qu'ils réclamaient. On a l'impression que le problème est plus profond que ça. Quelle était votre analyse concernant la situation à l'époque ? Alors, je voudrais commencer par quelque chose d'autre. Je voudrais vous féliciter pour le chemin parcouru par votre média.
et dire à quel point je suis agréablement surpris par le fait que les moyens se hissent à la hauteur des ambitions qui sont portées grâce à vous, Mohamed Bakir, grâce à vous, Alpha Benamar, voilà, vous êtes souvent... C'est vraiment un plaisir de disposer d'un tel média qui fait des efforts sur le plan professionnel et tout ça. Voilà. Alors, pour revenir à votre question, moi, personnellement, j'ai été totalement surpris par ce qui s'est passé. Totalement, ce qui veut dire que c'est vrai qu'il y avait des signes avant-coureurs, mais les signes avant-coureurs, ils étaient décodables après coup, ce qui veut dire une fois qu'on a connu la défraînante, etc. La résonance d'un certain nombre de faits, comme les 19 jeunes de Raïs Hamidou qui sont noyés au large de la Sardaigne, ça avait eu une résonance nationale. Le cas de l'Ayachi qui a été tombé dans le puits artésien, ça avait aussi eu une résonance nationale. Ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose, un tissu social qui était tissé et qui permettait aux Algériens de réagir à des situations en symbiose. Et ça, je pense que ça a été précurseur de ce qui allait venir à partir de février 2019. La semaine qui a précédé le 22 était une semaine qui était pleine de bruissements. Je ne vais pas dire de rumeurs, qui était pleine de bruissements. On a eu des soirées où il était question de manifestations à la cité CNS, un lieu populaire de la cité CNS de Vgaïeuf, des manifs qui étaient annoncés à gauche, à droite, etc. Donc il y avait beaucoup d'informations qui circulaient comme ça. Il était difficile de les recouper, de savoir si c'était de l'intox, si c'était la vérité, etc. Jusqu'au 16, où il y a eu la manifestation de Kharata. Donc à partir de ce moment-là, il y avait beaucoup d'interrogations aussi. Comment ça se fait? Pourquoi Kharata? C'est très symbolique. Tout de suite, le symbole, il saute aux yeux. Kharata, c'est les massacres du mai 45. La symbolique qui transparaissait, c'était la symbolique des Harouches. Donc il y avait beaucoup de questions. Juste après, il y a eu Galma, avec la question de Nahi la photo khali l'a'lam. On lève la photo et laisse le drapeau, ce qui veut dire que tout de suite des symboliques se mettent en place, etc., avec une population qui était déjà très nombreuse. Et l'appel pour le vendredi, le 22 février, moi je faisais partie des gens qui se tenaient le ventre, qui avaient peur. J'étais ici en France. J'essayais d'avoir des informations, j'essayais de voir ce qui était disponible comme source, etc. Quand ça a commencé à la place du 1er mai, quand les premiers éléments de dispositifs policiers commençaient à céder, que les cortèges se formaient, etc., c'était quelque chose. C'est frappant, c'est marquant, c'est des moments qu'on ne vit qu'une seule fois. Ce qui veut dire que c'est comme, je ne sais pas, c'est une prison qui s'ouvre, c'est des barreaux qui se cassent, etc. Donc ça c'était le 22. Juste après, c'était le 1er mars. Le 1er mars, déjà, il y avait des éléments qui faisaient peur. Le 1er mars... Qu'est-ce qui vous a fait peur à ce moment-là? Alors, c'est à la place Odin, au cœur du dispositif sécuritaire, il y avait les blindés Nimr. Les blindés Nimr, c'est des blindés qui sont fabriqués en Algérie et sur lesquels des canons à ultrasons sont montés. Donc la volonté répressive, le truc d'intimidation et tout ça était déjà là. Il y avait, ils les ont mis juste à l'entrée de la place Odin, en face de Suissaire. Donc on se dit, ça risque de déraper. Est-ce que c'est parce que le gouvernement n'avait pas peur aussi à ce moment-là? Alors c'est un rapport de force. Ce qui veut dire qu'eux, ils ont tout de suite montré les muscles. D'accord, ils ont tout de suite montré les muscles. Et ça va continuer de vendredi en vendredi. Chaque vendredi, à partir de 10h du matin, vous avez des compagnies de CNS ou CRS? C'est les CNS, c'est les compagnies nationales de sécurité. Donc vous avez des compagnies de CNS qui sont déployées autour d'un certain nombre de points névralgiques. Et 13h30, 14h, ils se retirent
Pourquoi? Parce que c'est un jeu de rapport de force. Le matin, ils essayent d'intimider pour que les gens ne se regroupent pas, mais à partir du moment où le mouvement atteint une certaine masse, une masse critique, ils savent qu'ils ne peuvent plus réprimer, donc ils se retirent. Ça, on l'a vu de vendredi en vendredi. Vous aviez aussi la logique d'occupation du terrain. Le mouvement populaire a conquis des endroits qui étaient devenus symboliques, qui étaient devenus très symboliques. D'abord, vous aviez des flux. Je parle de la capitale parce que la capitale est importante. C'est l'endroit, c'est le maillon où se déterminent les choses. D'accord? Je l'ai déjà dit. Abd al-Ramadan avait compris ça et c'est pour ça qu'il a porté la bataille à Alger. D'accord? Donc, il y avait des lieux qui étaient des lieux symboliques. Donc, le mouvement populaire s'est donné une symbolique. Par exemple, toute la marée humaine qui venait de Bab el-Oued, donc elle venait de Bab el-Oued, quand elle arrive à la Grande Poste, elle monte, elle passe par le tunnel des facultés, Ghar Hirak. Les gens l'ont appelé Ghar Hirak, avec toute une symbolique, toute une convocation de la mystique musulmane, etc. Parce que c'est une consonance avec Ghar Hira. Ghar Hira, c'est l'endroit où le prophète Mohammed s'est réfugié quand il a fui sa tribu, etc. Vous avez aussi la place Odin qui a pris une place très importante. Pourquoi? Parce que vous avez différents flux qui aboutissent à cet endroit-là. Vous avez le croisement du Square Sofia, où c'était magique, à chaque fois c'était magique. Pourquoi? Parce que vous aviez deux quartiers populaires, les deux grandes banlieues populaires d'Alger, qui aboutissaient à cet endroit-là. Il y avait une symbiose, il y avait une fraternité qui se faisait, etc. C'est comme un petit peu comme si les équipes algéroises de l'Harrach et de l'USMA et du MCA devenaient un même club. C'est un petit peu cette image-là. Donc il y avait des symboliques qui naissaient et il y avait une occupation du terrain avec une agora géante qui était tout ce qui est devant la fac centrale. De l'autre côté, il y avait une volonté de contrôle. Il y avait une volonté de contrôle, donc ils ont commencé par provoquer au niveau du tunnel des facultés et amener la fermeture du tunnel des facultés. On se souvient de la provocation qu'il y a eu à l'intérieur. Ils ont gazé les gens à l'intérieur. Ils ont prétendu qu'il y avait des engins explosifs à l'intérieur. Avant ça, il y a eu les cailloux qu'ils ont déposés sur le trajet des cortèges qui montaient vers le Mouradia. Ensuite, il y a eu les tirs tendus qu'il y a eu au niveau de la place Odin. Donc il y avait une volonté de faire déraper le mouvement de la part du pouvoir. Le mouvement populaire avait aussi conquis des espaces qui étaient des espaces de débat. Il y avait d'abord le théâtre de rue autour d'un certain nombre d'artistes. Des artistes de qualité et de valeur qui faisaient des spectacles. Et c'est pas toutes ces multiplications de mouvements populaires. Bouralfa Benamar, je me tourne vers vous. On a remarqué à l'époque le Premier ministre Ahmed Ouyaya, qui est remplacé par le ministre de l'Intérieur de l'époque, face à toutes ces manifestations, ces pressions que vous venez de citer, d'un point de vue artistique, d'un point de vue populaire, Mohamed Bakir. Ce remplacement-là dont je vous parle est intervenu le même jour où Bouteflika a annoncé qu'il renonçait à son 5e mandat, donc c'était le 11 mars 2019. Est-ce qu'il y avait une forme de fébrilité de la part des instances politiques, du gouvernement du pays à ce moment-là ? Oui, comme l'a souligné Mohamed, il y avait une bataille sur l'occupation de la place publique, pas en tant que place physique, mais surtout dans sa dimension symbolique. La réaction de l'État profond, qui a compris la nature de l'enjeu, a voulu tout de suite circonscrire cette dynamique et donner des signes trompeurs dans une volonté d'accompagnement. La reprise en main passait le moment de sidération. Donc à ce moment-là, vous avez les décideurs de fait, les décideurs réels, qui ont décidé de reprendre les choses en main, puisque contrairement à la vulgate qu'on a bien voulu mettre dans le récit de cette période-là, c'est bien les décideurs réels, c'est-à-dire à savoir l'état-major, qui a mis fin au mandat de Bouteflika. Bon, ceci dit, ça n'engage que moi, donc je ne vous mets pas dans la gêne. Donc à partir du moment où
où le clan dominant de l'époque a décidé de mettre le ministre de l'Intérieur pour remplacer C'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'aller vers plutôt comment vous dire, serré plutôt dans ce sens-là. Il n'y avait pas de volonté d'accompagnement, il y avait une volonté de répression, d'abord feutrée au départ, et puis, passé le moment de sidération, l'État profond a voulu reprendre les choses en main. C'est ce qu'il a fait par la suite. Mais surtout, ce qu'il y a eu, la bataille de l'occupation de l'espace public sur le plan symbolique a été gagnée par les citoyens. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, on peut reprendre a posteriori par la suite, toute une étude qui serait d'ailleurs très intéressante à voir comment se sont organisées les marches, comment se sont organisées, parce que c'était des espaces qui ont été grignotés au fur et à mesure. Et donc on a commencé à voir, à entendre des slogans qui étaient travaillés. Donc toute cette dimension-là. Donc moi je suis un peu horripilé quand j'entends des gens avoir des propos réducteurs de toute cette dynamique, ce qui est quand même dommage. Parce que vous prenez n'importe quel thésard en sciences sociales va vous dire quand même que ça a été quelque chose de très important et un sujet d'étude assez profond, assez intéressant parce qu'il nous donne aussi, il nous renseigne sur la capacité de notre société à aller au-delà. Parce que non seulement la peur, le cap de la peur a été franchi, il n'y a pas eu que ça aussi. Il y a eu aussi, pour celles et ceux qui vivent au rythme de la société, sont arrivés à d'autres conclusions, c'est-à-dire que les mutations profondes qui ont travaillé la société depuis la fin des années 90 se voient, s'entendent et se constatent tous les jours. Donc bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont avoir cette fâcheuse habitude d'utiliser la loupe grossissante pour aller voir et mettre en relief plutôt des côtés négatifs. Voilà. Mais globalement, par rapport à votre question, la guerre de l'occupation de la place publique et toute la symbolique qui vient derrière a été, de toute façon, cette manche de la partie a été gagnée par les citoyennes et les citoyens, de par leur non-violence, d'une part, mais ça n'a pas, cette forme de non-violence aussi, n'a pas anesthésié et n'a pas réduit la demande et les demandes réitérées sans cesse de semaine en semaine, portées et scandées par des millions de voix. Donc ça a été une réalité. Et aussi, l'une des choses les plus importantes dans cette période-là, c'était que la dynamique, elle évoluait un peu pour elle-même. Elle évoluait un peu pour elle-même, mais elle a su déjouer toutes les tentatives de déstabilisation qui ont été faites par le régime. Parce que c'était la phase la plus critique où le mouvement aurait pu se radicaliser et rompre avec sans qu'il y ait concertation préalable. Tant que la volonté de s'inscrire dans une forme de non-violence n'a pas été rompue. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important et qui s'est, malgré les coups de boutoir, et quand le régime a serré la vis encore plus en commençant à... Il y avait une synergie dans l'espace public qui s'était installée. Beaucoup de gens disent qu'il n'y avait pas d'organisation. En vérité, il y avait une organisation. Simplement, c'était une organisation populaire. Lorsque les gens étaient dans la rue, il y a des noyaux qui leur proposaient un certain nombre de visuels, de pancartes, etc. Le travail qui a été fait par SOS Bab El Oued est un travail merveilleux. Le travail qui a été fait par Raj est un travail merveilleux. Le travail qui a été fait par les jeunes de Tezmelt et de leur collectif est un travail admirable. Le carré de Tizi Ouzou, c'est la même chose. C'est un noyau qui a été très dynamique, qui a pris des initiatives, etc. Le carré bleu de Vgaïeth. Donc, il y avait des éléments d'organisation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Raj ou SOS Bab El Oued faisait un visuel, l'imprimait, parce qu'aujourd'hui ils sont en prison pour ça, ou ils sont interdits pour ça. Lorsqu'ils l'imprimaient et qu'ils allaient vers les citoyens pour leur proposer ces pancartes-là, les citoyens les prenaient. C'est ça le véritable contraste. Donc le véritable fait qu'il faut observer, c'est celui-là. Donc les gens, ils prenaient ces pancartes-là. Même plus, c'est que les gens s'organisaient dans les quartiers pour faire des banderoles
pour aller vers des petits sérigraphes pour faire des banderoles. Il y avait aussi le travail de gens qui venaient du système, qui faisaient leurs propres banderoles, qui essayaient d'injecter leur propre logique à l'intérieur, etc. Mais la dynamique populaire avait une cohérence qui était très très forte. Et ça, ils n'ont pas pu le déjouer. C'est pour ça que par la suite, à quoi ils ont été réduits? Ils ont été réduits, comme en 62, à essayer de jouer sur la division. Sur quoi ils vont vous aviez beaucoup de thématiques qui étaient sur la place publique. Par exemple, si vous vous souvenez, durant tout l'été, les marches de l'été, donc les marches de mai, juin, juillet, la question de la harga était au cœur des préoccupations des gens. Et il y avait des gens, parce qu'ils ont commencé à boucler la logique de dire, bon, c'est la Kabylie qui descend à Alger, c'est la Kabylie qui amplifie les manifestations à Alger, donc il faut fermer la voie à la Kabylie, il ne faut plus que les Kabyles puissent venir sur la capitale. Il y avait des gens qui venaient en barque. Il y avait plein de gens qui venaient en barque et qui disaient c'est fini, nos barques ne servent plus à Europa, non, la capitale. On prend nos barques pour aller sur Alger. Et ils ont travaillé, du côté du pouvoir, ils ont travaillé ce qui leur semble être la meilleure façon de casser le mouvement populaire. Ils ont essayé de travailler sur ce qui peut être une ligne de fracture dans le mouvement populaire. Et c'est extraordinaire. Il y a eu des moments, par exemple, quand il a commencé à y avoir les arrestations autour de l'emblème Amazigh, lorsque Messoussi a été arrêté par rapport au drapeau Amazigh et que d'autres militants ont été par la suite arrêtés. Moi, j'ai souvenance d'une séquence, toujours à rue Didouche Mourad. C'était un petit jeune, il devait avoir 15 ans, 14 ans, 15 ans, qui avait l'emblème Amazigh sur les épaules. Il y avait des gens qui, manifestement, n'avaient... Ce n'était pas leur référentiel principal. C'était pas... Ils venaient le voir, ils lui disaient jeune, n'hé drapeau parce qu'il refdouk, badek, n'hé. Et le jeune, il disait non, je le garde. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés avec lui. Ils lui ont dit cette fraternité, cette acceptation de la pluralité, etc., c'était quelque chose d'extraordinaire. Dans l'esprit de division, ils ont été plus loin. Le pouvoir a été plus loin. Il faut se souvenir de 2 ou 3 manifestations, 2 ou 3 vendredis à Borj Bou Ararij. Pourquoi particulièrement à Borj Bou Ararij? Il y a des villes comme ça qui sont des villes, disons, tectoniques, où il y a une partie de la ville qui est arabophone, une partie de la ville qui est berbérophone. Et on considère que les tensions sont suffisamment cristallisées pour les exacerber et provoquer l'irréparable. Ils ont essayé de le faire à Borj Bou Ararij. Ils ont donc, selon vous, essayé de diviser le peuple. Vous avez parlé aussi de tous ces mouvements qu'il y a eu par le peuple, dans le cœur du peuple, toutes ces manifestations. Bouralfa Benamar, on a pu observer aussi le rôle du chef d'état-major, vous en parliez tout à l'heure, Gaïd Salah de l'armée, qui était en poste à l'époque, qui a mis en garde à l'époque, je cite, ceux qui veulent que l'Algérie retourne aux années de Braise, en faisant référence à la fin des années 90. Voilà, il a demandé également à ce que le président Bouteflika à l'époque soit déclaré inapte à exercer le pouvoir. C'était aussi la fin mars 2019. Comment est-ce que vous analysez le rôle de l'armée dans tous ces événements qui ont touché l'Algérie et en particulier le rôle de Gaïd Salah dans tout ça? En fait, moi, je vais éviter quand même d'avoir des propos génériques là-dessus parce que concernant l'armée algérienne, c'est toujours une dimension clanique. Donc, quand il y a des équilibres, quand ils sont atteints, ils arrivent à trouver un modus vivendi. Voilà, donc autour toujours de la rente, autour de la distribution surtout de la corruption régalienne. Là, il n'y a pas de souci. Mais visiblement, à cette période-là, il y avait un mouvement qui a été entamé quelques années auparavant. Donc, il ne faut pas oublier que c'est la neutralisation du général Toufik qui s'est faite par le clan qui était représenté, pas forcément porté, mais plutôt qui était représenté par Gaïd Salah. Donc lui, il a réduit ils ont tenté de réduire de la capacité de nuisance de ce service du DRS. Donc par la suite, ça a été complètement réorganisé.
Et ça ne s'est pas fait à l'époque de Bouteflika, parce que j'invite quand même beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens à reprendre une des interventions qui a été faite par Hassan Qadi du général Ben Hadid à l'époque. Voilà l'interview qui lui a valu sa première arrestation. Donc il a expliqué, mais de manière assez triviale, il a dit à l'époque, Bouteflika sans Toufir, ce n'est rien, et l'autre sans Bouteflika, il n'est rien. Donc il y avait des équilibres qui ont été rompus à cette époque-là. À ce moment-là, on a quand même pu vérifier quelque chose qui était important. Je ne sais pas si tu te souviens, Boukhalifa, c'est que pour arriver au 2 mai, c'est ça, au 11 mars, oui. Pour arriver au 11 mars, il faut se souvenir Abdelaziz Bouteflika renonce à son 5e mandat. Ouais. Voilà. Pour trancher cette question, il faut se souvenir que Gaïd Salah a fait 3 voyages vers où? Vers les Émirats. Ouais. Vers les Émirats, et que les Émiratis étaient venus le voir à la 3e région militaire, à Béchar. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs le génie du mouvement populaire, c'est que parmi les pancartes qu'il y avait dans la rue, c'était Gaïd Salah en émirati. Parce que les Émiratis ont pris un poids immense dans le jeu politique algérien. Là, il appartient aux historiens de trouver, d'expliquer, de montrer les intérêts qui étaient en jeu, etc. Mais la bataille autour de la mise à l'écart de Bouteflika, elle s'est passée chez les Émiratis, pas en Algérie. C'est quand même quelque chose qui a été frappant. Et Salah a un rôle, je ne sais pas si on peut utiliser le terme acheté, mais a été influencé. C'est tout ce qui a été acheté. En fait, il faut dire aussi que depuis, quand Bouteflika lui-même est arrivé, Bouteflika, il ne faut pas oublier que pendant les années, pendant sa traversée du désert, il a été quand même chez les Cheikh Zayed. Donc, faut pas oublier. Donc, avec la bienveillance de Chadli pendant des années à l'époque. Donc, quand il parle de main de l'étranger, là, c'est pas seulement la main de l'étranger, voilà. C'est la main, l'intelligence, le cerveau, tout. Tout à fait. Et puis le désengagement de l'ex-puissance coloniale de manière un peu formelle, sur le plan formel, mais ça ne veut pas dire que sur le plan informel, ça n'y était pas. Et puis je pense que les historiens qui vont travailler sur ces questions-là vont apprendre pas mal de surprises. Enfin, ils vont en apporter. Vous pensez qu'il y a des révélations qui vont se faire dans... Oui, parce que l'implication, pas au sens complot du terme, mais l'implication dans la gestion des rapports sur le plan géopolitique, elle est dans les sociétés occidentales, c'est quelque chose qui est admis. Hein. Mais pour revenir un peu à la question, cette phase de transition, il fallait déboulonner Bouteflika qui était déjà quand même qui ne gouvernait plus réellement depuis 2014. Le général Abdelhadid avait pris des risques en disant que de toute façon c'est Saïd Bouteflika qui tire les ficelles. Et celui qui a dézingué le général Toufir, ça a été Saïd Bouteflika. Et je pense qu'aussi, il y a, bon, je ne vais pas me faire que des amis parmi mes amis, mais tout simplement pour dire que cette période-là a ouvert aussi l'affaiblissement de l'Algérie avec toutes les contradictions qu'elle peut avoir, parce que il ne faut pas oublier, malgré le travail de sape qui a été fait par le DRS à l'intérieur, il y avait quand même sur le plan extérieur, il y avait quand même des services qui étaient au courant de ce qui pouvait se passer à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, la détérioration des rapports de voisinage de l'Algérie avec ses voisins, avec ses différents voisins, je pense qu'à l'époque de Toufir, on n'aurait pas été jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. Ça, c'est un fait. D'autre part, ce qui est important aussi, les choix qui ont été les siens après avoir déposé Bouteflika. Donc, il ne faut pas oublier que c'est la dynamique populaire qui a fait capoter les élections qui étaient prévues en... Non, mais il y avait un contraste qui était total. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait les luttes de clans au niveau du pouvoir, il y avait leurs déchirures, leurs accointances à l'extérieur. Certains pouvaient être avec les Français, d'autres étaient avec les Émiratis, etc. Il y avait ça du côté du pouvoir. Et du côté populaire, c'était une symbiose extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses qu'on ne pouvait pas imaginer vivre...
dans l'Algérie telle qu'on la voyait. Ça veut dire qu'on ne la voyait pas bien. Il nous fallait des lunettes où elle ne s'est pas suffisamment révélée. Moi, je vous dis, par exemple, ce qui se passait à côté du Jama' al-Rahmach vendredi après vendredi, c'est-à-dire entre des Algériens qui prient et beaucoup d'autres Algériens qui étaient autour d'eux, des jeunes filles, etc., qui attendaient que la prière soit terminée pour lancer le mot d'ordre de début des marches, et des gens qui étaient dans des tenues correctes, hein, mais qui auraient été considérés incorrects à un certain moment par ceux-là qui étaient en train de prier. C'est extraordinaire comme réaction de la société. Le fameux mot d'ordre qui revenait tout le temps, les gens ne comprennent pas que c'est le peuple qui disait l'islam huwa al-hal, qui dit islami la ilmani. Ce qui veut dire qu'on en vient à considérer que l'Algérien est algérien, qu'il doit être reconnu comme citoyen et que ses positionnements, ses options et tout ça n'ont pas d'importance. C'est le même peuple qui disait autre chose et qui a été jusqu'à assumer une guerre civile quelque temps avant. Ce qui veut dire que ce mouvement a montré une mutation historique. Et c'est en ça qu'il est révolutionnaire. La révolution, c'est quoi? C'est lorsque le politique se juxtapose avec l'histoire. Généralement, le politique, il est tout le temps, disons qu'il est à un autre rythme, à une autre dynamique que celle de l'histoire. L'histoire, c'est le temps lent, et le politique, c'est le temps court, c'est l'immédiat, c'est la gestion, etc. Mais le moment révolutionnaire, vous avez une juxtaposition entre les deux moments, entre le moment politique et le moment historique. On y est encore. Vous parlez de révolution, vous utilisez ce terme, Mohamed Bakir. Pour revenir dans la chronologie, à ce moment-là, on connaît les manifestations qu'il y avait eu, mars-avril 2019. À côté de ça, le gouvernement recule face à toutes ces manifestations. Et puis le 2 avril 2019, Abdelaziz Bouteflika démissionne. À ce moment-là, c'est une petite victoire pour l'opposition algérienne, j'imagine. Comment est-ce que les contestataires réagissent à cette démission? Quel a été le rôle de l'armée aussi dans cette décision? Alors, il y a un moment d'anthologie. Moi, je retiens un moment d'anthologie par rapport à ça. C'est le jeune Sofiane Torki Bakir qui intervient sur l'antenne d'MBC de façon improvisée avec une journaliste qui était admirable de professionnalisme. C'est une grande dame, cette journaliste. Et ce jeune, il l'a expliqué par la suite, puisqu'il a été interviewé par le Gosto, la vidéo est disponible. Il a expliqué comment il a raisonné. Donc, à quoi est-ce qu'on a assisté? On a assisté à une annonce au journal télévisé que Bouteflika a remis sa démission. Tout de suite après, vous avez miraculeusement des véhicules qui descendent, vous savez, pour provoquer un mouvement de foule. Donc, vous avez des véhicules qui descendent, des gens qui sautent avec le drapeau de leur véhicule, etc. Bon, c'est les gens qui ne marchent pas, hein, ceux-là. C'est les gens qui roulent seulement en voiture. Il ne faut pas se faire avoir. Et les gens dans la rue, ils disaient non. On va se. Bedlou pion, c'est ce qu'il disait, le jeune Sofiane Torki Bakir. Il disait Bedlou pion, ils ont échangé un pion avec un autre. Donc nous, c'est pas pour ça qu'on est sortis. Nous, les amis, et c'est là qu'il faut être, que les militants doivent être attentifs. Ce qui fait la force d'un mot d'ordre, c'est pas simplement sa justesse. Ce qui veut dire qu'un mot d'ordre peut être juste, mais s'il n'est pas repris par les gens, s'il n'est pas pris à bras le corps par la société, c'est un mot d'ordre qui n'est pas juste, qui n'est pas bon. Soit il est trop en avance, soit il est trop en retard, soit il est à côté. Alors que ça, c'était le mot d'ordre juste. Ce que dire que ce jeune, il a lancé, c'est une personne, c'est pas un parti. Il a lancé le mot d'ordre juste. Et ce mot d'ordre, il reste jusqu'à aujourd'hui. Et le grand problème de la régence, c'est ce mot d'ordre-là. S'ils combattent quelque chose, s'ils essaient de disqualifier quelque chose, c'est de disqualifier Ibn Haouga. C'est nihiliste, c'est jusqu'au boutiste, etc., etc. Et c'est ça qui fait la force, d'un mot d'ordre. Pour ce qui est de l'armée, je pense que c'est la mise à nu. L'armée, alors, l'armée, elle a une histoire. D'accord, elle a une histoire, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à en discuter. L'armée de 62, ce n'est pas l'armée de 67. L'armée de 69, ce n'est pas l'armée des années 80. L'armée de 62, pour l'essentiel, c'était l'armée des frontières. C'était une construction des frontières, etc. Et d'ailleurs, les Algériens seraient étonnés de connaître l'encadrement de cette armée-là.
ce n'était pas simplement les DAF, tout le monde parle des DAF, mais Boumediene il a été plus loin pour gérer l'encadrement de l'armée, c'est qu'il a demandé à la France de libérer des gens qui étaient dans l'armée française, après l'indépendance de l'Algérie, de les libérer pour pouvoir encadrer l'armée, pour pouvoir assurer son professionnalisme, etc. Quand on arrive en 69, c'est la circonscription, c'est la conscription qui intervient. Donc ça devient, disons, une armée populaire entre guillemets. Ça va durer, à mon avis, ça va durer jusqu'à 83-84. À partir de 83-84, on reprend le chemin d'une armée professionnelle. Aujourd'hui, l'armée algérienne est une armée professionnelle. C'est une armée, ça peut être l'armée de Pinochet, comme ça peut être l'armée de Salazar, comme ça peut être... Et celle qui est intervenue lors de la démission de Bouteflika, c'était laquelle qui était en place? C'est pas l'armée qui est intervenue. C'est quelque chose qui a été tranché au niveau des équilibres de pouvoir algériens. Ce qui veut dire que Gaïd Salah est apparu, oui, mais quand je vous dis qu'il a dû d'abord négocier avec les Émiratis pour pouvoir démissionner Chedli. En quoi l'armée, en tant qu'institution, a-t-elle joué un rôle là-dedans? Elle n'en a pas. De l'armée, en tant qu'institution. Oui, mais en fait, je pense que surtout concernant les Émiratis, ils ont eu une position d'arbitrage. Ils ont eu une position d'arbitrage puisque les différents clans n'étaient pas forcément n'étaient pas arrivés d'accord à un modus operandi parce que eux, ils ont toujours privilégié la solution qui les aide à se maintenir aussi. Qui maintient aussi une forme de fonctionnement, une forme d'équilibre. Il doit y avoir des procurations. Alors, par rapport à l'Europe, dès qu'on parle d'Algérie, il faut passer par Paris. Oui. Tous les chemins vers l'Algérie passent par Paris pour ce qui est de l'Europe. D'accord ? Sur le plan mondial, donc sur le plan mondial avec les USA, avec le Grand Moyen-Orient, tous les chemins vers Alger mènent par Dubaï. Donc il y a des procurations, ce qui veut dire qu'on désigne des tuteurs. Erdogan peut aussi jouer dans ce cadre-là. Il fait partie d'une nébuleuse, disons, autour des frères musulmans, etc., où aussi lui joue un rôle de tuteur, en passant par le Qatar. On est dans un monde qui est fait comme ça. Et le pouvoir algérien est totalement dans ça. Parce que c'est un pouvoir qui est corrompu. C'est un pouvoir qui est corrompu. Est-ce que vous pouvez vous expliquer que à Rouiba, les Algériens construisent des véhicules tout-terrain de marque Mercedes? Ces véhicules de marque Mercedes, ils sont construits sous licence émirati. Ça veut dire que pour aller à Berlin qui est à 2 heures de vol d'Alger, il faut passer par le Moyen-Orient. On achète des drones chinois. Ben, les drones chinois que l'armée algérienne achète, ils passent par les Émiratis. Pourquoi? Parce que les Émirats, c'est pas un paradis fiscal seulement, hein, c'est un monde non régulé là-bas. Donc, et on découvre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les gens qui ont été en poste. De ça, ils savent. Ouais. Parce que comme, par exemple, officiellement, les circuits bancaires n'existent pas. Vous voulez aller importer quelque chose de Dubaï, par exemple, vous passez dans celles et ceux qui font office de banque. Le ministre résident qui était à Al-Rassi. Non, même pas. Vous allez dans des grands commerces à Alger, vous faites ce que vous faites. Mais aussi, ça, c'est des choses qui ont été dénoncées par cette démarche, par cette dynamique révolutionnaire. Et contrairement à ce que... dans les pancartes des gens. Hein. Surtout, et à la même période, ce qui est important, c'est que la fin pour Alpha Benamar, pour finir. Effectivement, ce que je veux dire tout simplement, c'est que la rupture épistémologique s'est faite là où on s'attend le moins. C'est-à-dire, je ne veux pas passer pour le populiste à 4 francs dessous, mais tout simplement, la rupture épistémologique s'est produite dans les masses populaires. Contrairement à ceux qui sont autoproclamés comme étant des élites et qui pensaient être des tuteurs sur l'approche et la vision politique qu'il fallait développer, ça c'est extrêmement important. Mais je pense qu'aussi cette dynamique, quel que soit l'adjectif qu'on va lui coller, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a introduit de nouveaux paradigmes, d'une part, et elle a, qu'on le veuille ou pas,
qu'on le veuille ou pas, elle a quand même donné naissance à de nouvelles légitimités. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui va changer de demain la veille. Encore une fois, la responsabilité de celles et ceux qui ont torpillé, à tort ou à raison, cette dynamique, seront comptables quand même devant l'histoire. C'est un fait important parce qu'à partir de février et de mars 2020, donc des personnes quand même devraient s'interroger aussi sur la responsabilité qu'elles ont dans les torpilles que cette dynamique a reçues. Merci Bouralfa Benama, on verra ce que l'avenir nous réserve. Je rappelle que vous êtes militant des droits de l'homme. Merci également Mohand Bakir, vous êtes militant politique, fondateur du collectif Révolution du Sourire. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite. Un dernier mot, Mohand Bakir, peut-être. La Révolution du Sourire, c'est une pancarte qui a été portée par une jeune fille, une petite rouquine, dans les rues d'Alger, avec un très beau sourire. Moi, c'est de là que la dénomination de Révolution du Sourire est venue. Eh bien voilà, on a l'anecdote. Merci Mohand Bakir. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet. Restez avec nous sur Canal 22.